Tu te débrouilles toute seule. Si ton fils ne s'en sort pas, ce ne sont pas nos affaires. Mon père m'a craché ces mots sans cœur alors que je sanglotais sur le sol de leur salon. J'étais à genoux, suppliant mes parents de me rendre les 100 000 $ qu'ils avaient empruntés sur mes économies plus d'1 an auparavant. J'avais désespérément besoin de récupérer mon propre argent pour payer la greffe de moelle osseuse qui allait sauver la vie de mon fils. La date limite approchait, et je n'avais nulle part où me tourner. Mon nom est Claire, je suis une mère veuve de 31 ans. À cette seconde précise, en regardant les personnes qui m'ont mise au monde rejeter nonchalamment la survie de mon enfant, le dernier lambeau de ma loyauté familiale a volé en éclats. Ils ne se sont pas contentés de refuser ma demande, ils m'ont physiquement poussé hors de leur porte d'entrée dans la nuit glaciale, me laissant avec absolument rien d'autre qu'un compte à rebours pour la vie de mon petit garçon. Mais l'univers a une manière très précise d'équilibrer la balance. Ils m'ont jeté au loup quand j'avais le plus besoin d'eux. Exactement 2 ans plus tard, une énorme trahison financière les a dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Sans abri, fauchés et désespérés, mes parents sont venus ramper à ma porte au milieu de la nuit, implorant la pitié même qu'ils m'avaient autrefois refusée. Ma réponse finale les a laissés absolument sans voix. Bienvenue sur Mode Vengeance, l'endroit où le karma recouvre toujours ses dettes. Si vous aimez entendre des histoires où les personnes toxiques reçoivent exactement ce qu'elles méritent, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Maintenant, entrons directement dans l'histoire. Quelques heures avant que ces paroles cruelles ne soient prononcées, je conduisais frénétiquement ma voiture dans la nuit noire d'Albuquerque, serrant fermement le dossier médical de Léo contre le volant. L'appel de l'hôpital résonnait encore dans mes oreilles. La voix du médecin était stricte et urgente. Ils avaient trouvé un donneur de moelle osseuse compatible, mais la fenêtre pour procéder se refermait rapidement. Nous n'avions que quelques heures pour garantir le financement et préparer Léo pour la greffe. L'administration de l'hôpital exigeait les énormes frais à ma charge d'avance avant de le transférer en salle d'opération. J'avais besoin de ces 100 000 $ immédiatement pour sauver mon garçon. Je me suis garé devant la maison de mes parents, les pneus crissant bruyamment contre l'allée. J'ai mis la voiture en stationnement et j'ai couru. J'ai poussé la porte d'entrée et je me suis précipité à l'intérieur. L'atmosphère dans le salon était nauséabondement calme. Mes parents étaient assis confortablement sur leur canapé en cuir coûteux. En face d'eux se trouvait ma sœur, Amandine, et mon beau-frère, Brian. Brian tenait un verre de vin, se penchant en avant et parlant avec enthousiasme d'un investissement immobilier très lucratif. J'ai fait irruption au centre de la pièce et j'ai claqué le dossier médical épais sur la table basse en verre. Le bruit sec a instantanément réduit tout le monde au silence. Brian s'est arrêté au milieu de sa phrase. Léo n'a plus de temps, ai-je annoncé, peinant à reprendre mon souffle alors que les larmes coulaient sur mon visage. L'hôpital a trouvé un donneur compatible. Ils doivent faire la greffe ce soir. J'ai besoin de mon argent tout de suite. J'ai besoin des 100 000 $ que vous m'avez empruntés. Personne ne s'est précipité pour me réconforter. Personne n'a demandé comment allait Léo. Au lieu de cela, des regards d'agacement extrême ont envahi leur visage. Brian a lentement posé son verre de vin sur la table et a poussé un grand soupir. « Tu débarques sérieusement ici comme ça ?» a-t-il exigé. Nous sommes au milieu d'une discussion d'affaires. Il m'a regardé avec dégoût. « Écoute, tu as choisi d'épouser ce type fauché, Daniel. Tu savais qu'il n'avait absolument rien. Maintenant tu t'attends à ce que tout le monde nettoie tes dégâts. Tu as épousé un homme fauché, alors tu assumes les conséquences. » Amandine a croisé les bras et a ricané. « Brian a raison », a renchéri ma sœur en roulant des yeux. « Tu fais toujours ça. Tu joues toujours la victime. Arrête d'essayer de gâcher notre soirée avec tes histoires. » Je les ai ignorés et me suis tourné directement vers mon père. « Papa, il ne s'agit pas de Daniel. Il s'agit de l'argent que maman et toi avez pris de mes économies. Vous aviez promis de l'utiliser pour rénover cette maison. Je vois bien que vous n'avez pas réparé une seule chose. Vous aviez promis de me rembourser. Mon fils est dans un lit d'hôpital en attente d'une opération. Donnez-moi mon argent. » Mon père, Robert, s'est agité mal à l'aise sur son siège. Il détestait être défié, surtout devant son riche gendre. Son visage est devenu rouge vif, sa fierté blessée. Au lieu de montrer une once de compassion, il s'est mis complètement sur la défensive. « Baisse la voix dans ma maison », a claqué Robert,
pointant un doigt accusateur directement sur mon visage. Toutes les familles ont des moments difficiles. Tu agis comme si nous avions fait ça exprès pour te blesser. Nous n'avons pas cet argent liquide dans un tiroir que tu peux prendre dès que tu paniques. C'est mon argent, ai-je crié, la panique s'emparant complètement de mon corps. Vous me le devez. Je ne laisserai pas mon fils mourir parce que vous refusez de payer vos dettes. Ce fut son point de rupture. Robert s'est levé, me dominant de sa hauteur, son visage déformé par la rage pure. Il m'a attrapé fermement par le haut du bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Tu te débrouilles toute seule, a-t-il hurlé directement à mon visage. Si ton fils ne s'en sort pas, ce ne sont pas nos affaires. Ma mère, Diane, est restée assise sur le canapé. Considère ces 100 000 $ comme le paiement pour t'avoir élevé, a-t-elle ajouté froidement. Robert m'a tiré de force vers l'entrée. Je me suis débattu, donnant des coups de pied et criant, désespéré de leur faire comprendre. Mais il m'a poussé violemment par la porte d'entrée. J'ai trébuché en arrière, tombant lourdement sur le porche en béton froid. Avant même que je puisse me relever, la lourde porte en chêne s'est refermée. Le peine dormant s'est enclenché. J'étais complètement seul dans le vent glacial, les mains vides, avec le compte à rebours de la vie de mon fils qui s'égrenait. Tôt le lendemain matin, alors que je reposais ma tête épuisée contre le mur froid à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, le téléphone portable dans la poche de mon manteau a soudainement vibré. L'écran affichait un numéro international inconnu. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était un autre agent de recouvrement agressif qui me harcelait, mais un étrange instinct a forcé mon pouce à répondre. J'ai porté le téléphone à mon oreille, mes mains tremblant légèrement. « Est-ce que je parle à Claire ?» a exigé une voix grave et autoritaire. « Oui, qui est-ce ?» ai-je murmuré, la gorge à vif après avoir crié pendant des heures la nuit précédente. « Mon nom est Gauthier. Je suis le grand-père de votre défunt mari, » a annoncé l'homme. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Daniel avait rarement parlé de sa famille élargie, ne mentionnant qu'une brouille amère survenue des années avant même notre rencontre. Je n'avais absolument aucune idée que quelqu'un de sa riche lignée nous cherchait activement. Gauthier n'a pas perdu une seule seconde en mondanité. Il a expliqué de manière agressive qu'il avait reçu la tragique nouvelle du décès de Daniel avec plusieurs mois de retard. Dès qu'il a découvert la vérité, il a engagé un cabinet d'enquête d'entreprise d'élite pour localiser son seul petit-fils restant. Il a fallu des mois à ces détectives privés pour nous retrouver car je m'étais complètement isolé, enchaînant les petits boulots payés en espèces et vivant dans des appartements de location bon marché juste pour maintenir Léo en vie. Je sais tout, a déclaré Gauthier, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Je suis au courant du diagnostic de leucémie. Je suis au courant du donneur de moelle osseuse compatible, et je sais que l'hôpital menace d'annuler la procédure pour des raisons de financement. Vous ne perdrez pas mon arrière-petit-fils aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant. J'ai serré le téléphone plus fort, regardant désespérément à travers la vitre le corps fragile de Léo. Ils ont besoin de l'argent tout de suite, Gauthier. L'administration m'a donné une date limite stricte. Les virements bancaires internationaux mettent des jours à être traités par le système bancaire. Nous n'avons plus de temps. Je n'opère pas comme un amateur, Claire, a-t-il répliqué avec confiance. Restez en ligne. Un bref clic a résonné dans le haut-parleur alors que Gauthier fusionnait l'appel. La voix d'un second homme s'est jointe à la conversation. Gauthier l'a rapidement présenté comme son avocat d'entreprise, Richard, qui était déjà sur le terrain dans la ville. Claire, écoutez-moi attentivement, a instruit Richard avec un rythme vif et professionnel. Je suis en train d'entrer dans le hall principal de votre hôpital à Albuquerque. Je contourne les employés de facturation standard et je me dirige directement vers le bureau du directeur financier. Richard a expliqué qu'attendre que l'argent étranger soit compensé était bien trop risqué. Au lieu de cela, il portait physiquement une lettre de garantie certifiée. Ce document juridiquement contraignant était directement lié au fonds en fiducie nationale de Gauthier, garantissant le paiement intégral et inconditionnel de toutes les dépenses médicales engagées par le garçon sans la moindre restriction. L'administration n'aura aucune base légale pour refuser l'opération, a promis fermement Richard. Je suis resté figé dans le couloir stérile, fixant d'un air absent les carreaux du sol. Exactement 5 minutes plus tard, les lourdes portes doubles de l'unité de soins intensifs se sont ouvertes violemment. Le même superviseur de la facturation qui avait froidement rejeté mes supplications la veille est arrivé en courant dans le couloir. Il avait l'air complètement paniqué,
transpirant abondamment tout en tenant un formulaire d'autorisation financière signé. La retenue financière est complètement levée, a balbutié nerveusement le superviseur, évitant mon regard. Tout est entièrement couvert. Mais Gauthier n'avait pas fini d'affirmer sa domination absolue sur la situation. Il m'a ordonné de mettre immédiatement le chef du service d'hématologie de l'hôpital au téléphone. Je me suis dirigé vers le poste central des infirmières et j'ai tendu le combiné au médecin en chef, qui a d'abord semblé très agacé par cette interruption soudaine. Le médecin a porté le téléphone à son oreille, prêt à débattre de la politique de l'établissement. En quelques secondes, sa posture arrogante s'est raidie. L'irritation sur son visage a instantanément disparu, remplacée par une soumission absolue et terrifiée. Gauthier déchaînait clairement une tempête verbale, exigeant un traitement de premier ordre et une action immédiate pour s'aligner. Compris, monsieur. Oui, tout de suite, a répondu nerveusement le chef du service d'hématologie, me rendant le téléphone comme s'il lui brûlait la main. Le médecin s'est retourné vers le personnel infirmier et a tapé bruyamment dans ses mains. Activez le protocole de greffe. Préparez la salle d'opération immédiatement. Nous déplaçons le garçon tout de suite. Soudain, tout l'étage a éclaté dans un chaos hautement coordonné. Une nuée d'infirmières et de techniciens spécialisés s'est précipitée dans la chambre de Léo. Ils ont commencé à déconnecter rapidement les moniteurs non essentiels, à préparer de nouvelles perfusions et à déverrouiller les roues de son lit d'hôpital. J'ai reculé, pressant ma colonne vertébrale contre le mur alors qu'il sortait mon fils de la chambre à une vitesse incroyable. On s'en occupe à partir de maintenant, maman, a crié une infirmière chirurgicale en poussant rapidement le lit dans le long couloir. Je suis resté au bout du couloir, regardant les lourdes portes métalliques de la salle d'opération se refermer derrière eux, m'autorisant enfin à prendre ma première vraie bouffée d'air depuis des mois. 6 semaines après l'opération, le bip régulier du moniteur cardiaque était devenu le son le plus paisible de ma vie. Le jour où les médecins ont enfin autorisé la sortie de Léo a marqué le véritable début de ma nouvelle existence. En sortant de ces portes coulissantes en verre avec mon fils me tenant la main, j'ai fait un vœu inviolable, je ne nous laisserai plus jamais être vulnérables. Ma première action a été la suppression absolue. Je suis allé directement chez un opérateur mobile, j'ai annulé tout mon compte et j'ai physiquement cassé mon ancienne carte SIM en deux. J'ai immédiatement transféré mes fonds minimes sur un nouveau compte bancaire strictement privé, m'assurant que personne ne puisse suivre mes transactions. Je suis retourné à notre appartement exigu, j'ai emballé nos quelques affaires dans des boîtes en carton et j'ai rompu le bail le soir même. Nous avons emménagé dans un logement locatif sécurisé et non répertorié de l'autre côté d'Albuquerque. J'ai supprimé tous mes profils de réseaux sociaux et n'ai laissé aucune adresse de suivi. Je n'ai prévenu aucun membre de ma famille. Je me suis complètement évaporé de la vie des personnes toxiques qui nous avaient abandonnés. Exactement 3 mois plus tard, je me suis retrouvé assise en face de Gauthier dans une salle de conseil privée et de haute sécurité de son bureau d'entreprise au centre-ville. L'immense table en acajou entre nous était entièrement recouverte d'épaisses piles de documents médicaux, de formulaires de réclamation d'assurance et de factures d'hôpital détaillées. Gauthier était assis en silence, ses yeux perçants parcourant intensément les documents ligne par ligne. Il ne se contentait pas de vérifier la santé de Léo, il analysait agressivement mes tactiques de survie et mon instinct financier. Gauthier a soudainement fait glisser un résumé de facturation fortement expurgé sur le bois poli. Il a tapé fermement son index sur une colonne de chiffres spécifiques. J'ai demandé à mes comptables d'examiner l'ensemble de votre dossier, a commencé Gauthier, sa voix résonnant dans la grande pièce. Lorsque l'hôpital vous a initialement menacé, vous n'avez pas seulement paniqué et accepté la ruine financière. Vous vous êtes battu comme une louve acculée. Il avait absolument raison. J'avais passé d'innombrables nuits blanches assises au chevet de Léo, lisant agressivement des polices d'assurance incroyablement denses. Lorsque l'hôpital a tenté de nous surfacturer, je n'ai pas simplement accepté aveuglément de payer ce qu'il demandait. J'ai officiellement exigé un examen jury-comptable strict de la facturation. J'ai passé des heures au téléphone à discuter avec des experts en sinistres et des administrateurs d'hôpitaux hostiles. J'ai personnellement mis en évidence des frais de bloc opératoire qui se chevauchaient, des frais de chambre exorbitants et des factures pour des médicaments non administrés en utilisant leurs propres clauses de police contre eux. J'ai réussi à forcer le service de facturation à supprimer des dizaines de milliers de dollars de frais en double absurde. Gauthier s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, m'étudiant avec un profond respect. Vous possédez un esprit d'analyse impitoyable, Claire, a-t-il déclaré fermement.
La plupart des gens se seraient complètement effondrés sous un tel poids émotionnel et financier, mais vous avez méthodiquement démantelé une énorme bureaucratie de la santé et vous avez gagné. Vous êtes vive, vous êtes têtue, et vous refusez d'abandonner. Gauthier a ensuite pris un lourd dossier relié en cuir et l'a poussé directement devant moi. Je l'ai ouvert pour y trouver un contrat de travail d'entreprise très complexe. Il m'offrait un point d'entrée direct dans son empire financier privé. Je ne vous offre pas la charité, a clarifié Gauthier, son ton devenant glacial et strictement professionnel. Je vous offre une arme. Vous commencerez en bas de l'échelle. Vous travaillerez des heures impossibles. Vous affronterez des cadres supérieurs qui essaieront de vous écraser. Ce sera l'expérience la plus éprouvante de votre vie. Mais si vous survivez à ma formation, vous apprendrez exactement comment contrôler une immense richesse et un immense pouvoir. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai attrapé le stylo en argent sur le bureau et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Exactement 6 mois plus tard, mon apprentissage éprouvant a officiellement commencé. Je suis entré à l'étage de la direction de sa société d'investissement, laissant mon ancienne personnalité craintive derrière moi pour toujours. Je me suis jeté à corps perdu dans le monde impitoyable de la finance d'entreprise. Je me suis assis en silence dans des salles de négociation à enjeux élevés, j'ai analysé des portefeuilles de fonds en fiducie dense et j'ai appris à éliminer sans pitié les mauvais investissements. Je travaillais agressivement chaque jour, arrivant avant le lever du soleil et partant bien après la tombée de la nuit. J'étais animé par un désir brûlant de construire une forteresse de richesse absolue et impénétrable autour de mon fils. 2 années de travail sous la direction impitoyable de Gauthier ont complètement effacé toute faiblesse restante en moi. Je n'opérais plus par peur ou par désespoir, j'opérais selon une stratégie froide et calculée. Le champ de bataille financier est devenu mon habitat naturel. Gauthier m'a confié les rênes des fonds en fiducie les plus complexes de la famille, s'attendant à ce que je multiplie la richesse de manière agressive. Je ne l'ai pas déçu. Ma première grande conquête en solo a visé un bloc immobilier commercial très convoité et tentaculaire en plein centre d'Albuquerque. La place était un énorme générateur de revenus, et plusieurs sociétés d'investissement établies se battaient violemment pour la propriété. Elles ont passé des mois à essayer de faire des offres dérisoires aux propriétaires désespérés avec des options d'achat d'actions compliquées et des paiements différés. Je suis entré dans la salle de négociation et j'ai instantanément changé la température. Je n'ai pas négocié, j'ai dicté les conditions. J'ai utilisé nos actifs fiduciaires liquides pour contourner entièrement le financement bancaire standard et lent. J'ai claqué une offre en espèces massive et indéniable directement sur la table. Lorsque les dirigeants de la société rivale ont essayé de contrer mon offre, je les ai dévisagés. J'ai méthodiquement exposé leurs passifs financiers cachés là, dans la salle de conseil, menaçant subtilement de divulguer leur position surendettée sur le marché public. La pièce est tombée dans un silence de mort. Ils ont remballé leurs mallettes et ont immédiatement reculé. J'ai acquis la place animée du centre-ville à un prix stupéfiant de 20% en dessous de la valeur du marché, réalisant la plus grande acquisition unique que notre entreprise ait vue en une décennie. Gauthier ne m'a pas donné un seul instant pour célébrer cette victoire. Il m'a immédiatement jeté dans un brasier. Une de nos filiales régionales vitales, une énorme entreprise de logistique et de chaîne d'approvisionnement, perdait du capital à un rythme catastrophique. Le conseil d'administration de cette entreprise était incroyablement pléthorique, paresseux et drainait activement les ressources de l'entreprise par une incompétence flagrante et une arrogance pure. Gauthier m'a remis les dossiers financiers et m'a ordonné de redresser l'entreprise ou de la réduire en cendres. J'ai choisi de la redresser. J'ai pris l'avion pour leur siège régional, je suis passé directement devant la réceptionniste et j'ai ouvert d'un coup de pied les lourdes portes de la salle de conseil. J'ai initié un véritable bain de sang d'entreprise. J'ai audité sans pitié chaque département en 48 heures. J'ai découvert des notes de frais falsifiées, des couches de cadres intermédiaires entièrement inutiles et de terribles contrats de fournisseurs hors de prix. Je n'ai pas organisé de réunion publique amicale pour remonter le moral. Au lieu de cela, j'ai distribué des lettres de licenciement immédiat. J'ai renvoyé le PDG en place, le directeur financier et exactement la moitié du conseil de direction avant ma première pause déjeuner. Les dirigeants évincés étaient absolument furieux. Ils ont menacé de me poursuivre en justice, hurlant à tue-tête à propos de leurs indemnités de départ garanties et de leurs droits légaux. Je n'ai pas bronché. J'ai calmement fait glisser d'épais classeurs noirs sur la table en acajou contenant des preuves irréfutables de leur négligence financière et de leur fraude d'entreprise. J'ai regardé le PDG dans les yeux et l'ai mis au défi de m'emmener devant un tribunal public.
Ils ont fait leur carton en silence total et ont quitté le bâtiment. Une fois le poids mort éliminé, j'ai personnellement renégocié chaque contrat de fournisseur, réduit les gaspillages opérationnels et restructuré complètement leur chaîne d'approvisionnement défaillante de A à Z. En 2 trimestres commerciaux brutaux, cette filiale moribonde est passée de la perte de millions de dollars à la génération d'une marge bénéficiaire massive, record et à 2 chiffres. Mon exécution implacable a provoqué des ondes de choc dans toute la hiérarchie de l'entreprise. Les cadres plus âgés et chevronnés qui m'avaient initialement rejeté comme une simple veuve chanceuse et endeuillée ont rapidement appris à craindre profondément ma présence dans la salle de conseil. Je n'ai jamais élevé la voix, mais je n'ai jamais reculé devant une confrontation d'entreprise. J'ai fourni des résultats indéniables, agressifs et très rentables. Reconnaissant ma domination absolue sur l'ensemble du portefeuille, Gauthier a officiellement convoqué une réunion à l'échelle de l'entreprise. Il s'est tenu fièrement devant le conseil d'administration et m'a officiellement nommé directrice des opérations de tout son empire financier. Je n'étais plus une apprentie ou une stagiaire, j'étais son bras droit incontesté et puissant. Je commandais désormais des milliers d'employés et contrôlais strictement des milliards de dollars d'actifs. J'ai orchestré des prises de contrôle hostiles, démantelé nos concurrents sur le marché et multiplié nos sources de revenus avec une précision impitoyable. La mère désespérée et en larmes qui avait autrefois supplié pour récupérer son propre argent sur un porche en béton glacial était complètement morte et enterrée. J'avais réussi à me forger en un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire de l'entreprise. Je détenais l'autorité financière ultime, et je m'assurais que tout le monde dans le monde des affaires sache exactement qui était aux commandes. Exactement 2 ans après la nuit où j'ai été jeté à la rue, l'alarme de la caméra de sécurité a percé le silence de l'heure de minuit. J'étais assise dans le bureau de mon Pantouz au sommet d'un gratte-ciel, examinant un rapport financier trimestriel détaillé. Le bourdonnement aigu de l'interphone a résonné bruyamment dans le couloir, brisant ma concentration intense. J'ai froncé les sourcils, jetant mon stylo sur le bureau en acajou. Les visiteurs imprévus à cette heure tardive étaient strictement interdits. Supposant qu'il s'agissait d'un coursier d'entreprise tardif ou d'un contrôle de routine des gardes du hall de nuit, je me suis approché du panneau mural numérique et j'ai activé le flux en direct haute définition de la porte d'entrée. L'écran lumineux a pris vie. J'ai fixé le moniteur, et tout mon corps s'est instantanément figé. Debout sur le trottoir, illuminé par l'éblouissement impitoyable des lampadaires, se trouvaient mes parents. Le choc pur de les voir a failli me couper le souffle. Je me suis penché plus près du moniteur, mes yeux se plissant tandis que mon cerveau luttait pour traiter l'incroyable dévastation projetée sur l'écran. Les 2 personnes incroyablement arrogantes qui m'avaient violemment poussé hors de leur maison confortable avaient complètement disparu. À leur place se tenaient 2 silhouettes brisées et méconnaissables. Mon père semblait avoir vieilli d'une 12aine d'années brutales en l'espace de seulement 24 mois. Sa carrure auparavant robuste s'était flétrie en une ombre frêle et maigre. Il était voûté, frissonnant violemment contre le vent glacial de l'hiver d'Albuquerque. Il portait un manteau sale et déchiré tout droit sorti d'une benne à ordures. Ses mains nues et calleuses tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il serrait quelques sacs en plastique bon marché et déchirés contenant leur seule possession restante. À côté de lui se tenait ma mère. J'ai failli ne pas reconnaître son visage. La femme soignée qui traitait autrefois ma souffrance comme une ordure absolue avait disparu. Ses joues étaient décharnées et creusées. Elle fixait d'un air absent l'objectif de la caméra avec des yeux injectés de sang et profondément enfoncés. D'épais cernes sombres meurtrissaient la peau pâle sous ses yeux. Son regard était complètement vide, dépourvu de toute la fierté vicieuse qu'elle portait autrefois comme une couronne. Il ressemblait à des réfugiés désespérés, debout dans le même froid mordant dans lequel il m'avait autrefois abandonné. Pendant un long moment, je suis simplement resté là à les regarder souffrir. Un sentiment de justification sombre et profondément satisfaisant a envahi ma poitrine. J'aurais pu facilement ignorer la sonnerie. J'aurais pu appeler les gardes du hall et leur ordonner de chasser physiquement ces vagabonds de la propriété. Les laisser dehors dans le noir glacial aurait été une justice poétique exacte. Mais une partie plus froide et calculatrice de mon esprit voulait désespérément voir la destruction absolue de leurs égos de près. J'ai appuyé avec force sur le bouton de déverrouillage en métal. L'interphone a émis un bip, signalant que les portes de sécurité étaient déverrouillées. Je me suis détourné du moniteur et j'ai marché délibérément vers le centre de mon vaste salon. Je n'ai pas pris la peine d'offrir une quelconque forme d'hospitalité. Je suis simplement resté comme une statue de pierre au milieu du sol en marbre importé, croisant fermement mes bras sur ma poitrine, et j'ai attendu. Plusieurs minutes angoissantes se sont écoulées dans un lourd silence.
puis la sonnerie de l'ascenseur privé a doucement retenti dans le Penthouse. Les portes en acier poli se sont ouvertes, révélant mes parents blottis l'un contre l'autre dans la cabine brillamment éclairée. Ils ont fait un pas tremblant en avant, leurs chaussures sales et usées atterrissant doucement sur le marbre blanc immaculé. Au moment précis où ils ont franchi le seuil, leurs yeux se sont écarquillés de terreur non filtrée. Ils ont regardé sauvagement les fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon scintillante de la ville. Ils ont regardé les œuvres d'art modernes coûteuses, les meubles en cuir impeccables et la puissance financière écrasante qui émanait de chaque centimètre de la pièce. Le contraste entre mon empire imposant et leur état de saleté était incroyablement brutal. Finalement, leurs yeux terrifiés se sont posés sur moi. Je suis resté parfaitement immobile, les regardant de haut avec une expression de glace pure et inflexible. Je n'ai pas fait un seul pas en avant. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai délibérément laissé le poids écrasant du silence de la pièce les étouffer. Je détenais tout le pouvoir maintenant, et j'avais bien l'intention de les laisser là, s'étouffant avec leur propre honte amère, jusqu'à ce qu'ils trouvent le courage de parler les premiers. Au moment où elle s'est assise sur le canapé en cuir, Diane a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté de manière incontrôlable, brisant le silence étouffant de la pièce. Robert est resté debout quelques secondes de plus, ses yeux injectés de sang parcourant frénétiquement mon vaste salon. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai regardé son esprit calculer désespérément la situation. Il a vu les sols en marbre importé, l'art moderne sur mesure et l'ampleur de la puissance financière qui l'entourait. Il a rapidement compris que sa fille qu'il avait reniée n'était plus une veuve désespérée et en difficulté, j'étais clairement millionnaire. Il a su instantanément que sa seule chance de survivre dans les rues glaciales était d'apitoyer mon cœur. Et pour y parvenir, il devait avouer la vérité absolue et humiliante. Il s'est lourdement laissé tomber sur le bord du canapé à côté de sa femme en larmes. Il a joint ses mains tremblantes et tachées de saleté et a fixé le sol. Nous n'avons jamais rénové la maison, Claire, a murmuré Robert, sa voix se brisant violemment. J'ai simplement gardé les bras croisés, attendant qu'il vide son sac. C'est $100 000. Nous n'en avons pas utilisé un seul centime pour la propriété, a-t-il poursuivi en déglutissant difficilement. Brian est venu nous voir avec un projet de développement immobilier exclusif. Il nous a promis des rendements massifs et garantis. Il a dit que nous doublerions nos fonds de retraite. Nous voulions l'aider à consolider sa position sur le marché. La réalité écœurante flottait lourdement dans l'air. Ils avaient sciemment volé les économies de ma vie et l'argent même destiné à maintenir mon fils en vie pour financer les ambitions avides de leur gendre en or. Ils avaient activement choisi de jouer avec la survie de Léo juste pour que Brian puisse jouer aux riches promoteurs. Et maintenant, l'univers les forçait à payer le prix ultime. Le projet a échoué, ai-je demandé froidement. Pire, s'est étranglé Robert, une larme traçant un sillon dans la saleté sur sa joue. C'était entièrement une arnaque. Brian a tout perdu. Mais il ne s'est pas arrêté là, a gémi plus fort Diane, se balançant d'avant en arrière sur les coussins coûteux. Robert a sorti un morceau de papier froissé de la poche de son manteau déchiré. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il le laissait tomber sur ma table basse en verre. L'entête juridique en gras imprimé en haut était absolument sans équivoque, procuration générale. Il est venu nous voir en panique il y a quelques mois, a expliqué Robert, sa voix tremblant d'un mélange chaotique de rage et de honte. Il a dit qu'il avait besoin d'un levier juridique temporaire pour restructurer certains actifs commerciaux et sauver notre investissement initial. Il a brandi ce document juste devant nous. Il nous a dit que c'était juste une formalité d'entreprise standard. Parce qu'il était de la famille, parce qu'il était le mari d'Amandine, nous lui avons fait aveuglément confiance. Nous avons signé les papiers immédiatement. Nous n'avons pas lu une seule clause. J'ai laissé échapper un rire dur et sans humour. Dans le monde brutal de la finance d'entreprise que je contrôlais désormais, signer une procuration générale sans en négocier les termes était un suicide financier absolu. Ils avaient légalement remis à un escroc désespéré les clés littérales de toute leur existence. Il l'a utilisé contre vous, ai-je déclaré, anticipant déjà la chute catastrophique. Robert a hoché la tête avec empressement, devenant d'une pâleur maladive. Il nous a légalement contournés entièrement. Brian est entré dans une grande banque commerciale, a présenté le document signé et a agressivement contracté une deuxième hypothèque massive sur notre maison. Comme son nom agissait légalement comme le nôtre, la banque l'a approuvé. Il a complètement drainé toute la valeur nette que nous avions minutieusement accumulée pendant 30 ans. Il a pris l'énorme somme en espèces en totalité. Et puis,
Ai-je insisté? Ils ont disparu? Diane a poussé un cri strident, relevant enfin la tête. Son visage était violemment déformé par un désespoir ultime. Amandine a fait ses valises coûteuses au milieu de la nuit. Ils ont définitivement coupé leur téléphone. Ils ont vidé leur compte bancaire commun et ont fui l'État sans laisser la moindre trace. Notre propre fille bien-aimée nous a abandonnés pour pourrir. Robert s'est couvert le visage, entièrement vaincu par sa propre stupidité catastrophique. Nous n'avions aucune idée jusqu'à ce que les relevés bancaires agressifs commencent à arriver par la poste. Nous vivions avec un revenu fixe. Nous ne pouvions pas faire face aux nouveaux paiements hypothécaires massifs. La dette écrasante s'est accumulée instantanément. Nous avons essayé d'appeler des avocats, mais nous n'avions pas d'argent pour les payer. La semaine dernière, un juge a officiellement finalisé la procédure judiciaire. La banque a émis un ordre de saisie immédiat et irréversible. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts de désespoir pathétique et angoissant. Il n'était plus le patriarche imposant qui m'avait jeté dans le froid glacial, il n'était plus qu'un vieil homme brisé et terrifié, implorant pour sa vie. Le shérif du comté est venu ce matin, Claire. Ils nous ont ordonné de sortir sur la pelouse. Ils ont changé les serrures des portes. Ils ont définitivement confisqué la propriété. Il ne nous reste absolument rien dans ce monde. Nous sommes officiellement sans abri. L'atmosphère à l'intérieur du salon s'est instantanément solidifiée, ne laissant que la respiration pathétique et saccadée des deux personnes assises en face de moi. Robert fixait le sol, se frottant les mains tremblantes et tachées de saleté. Le poids écrasant de sa ruine financière massive a complètement brisé son ego. Il n'a pas tenté de prononcer un discours émouvant. Il n'a pas osé mentionner notre lignée commune ou notre loyauté familiale. Il savait qu'il avait violemment détruit ses privilèges 2 ans plus tôt sur son porche. Au lieu de cela, il a simplement levé les yeux vers moi avec des yeux morts et vaincus. « Laisse-nous juste rester ici quelques semaines », a supplié Robert, sa voix complètement creuse et désespérée. « Donne-nous juste un petit coin pour dormir, Claire. Juste jusqu'à ce que nous puissions trouver un endroit. » Diane a laissé échapper un gémissement pathétique, hochant rapidement la tête tout en s'agrippant au bord du canapé en cuir. Je n'ai pas fait un pas en avant. J'ai simplement regardé fixement les 2 étrangers misérables assis dans ma maison. J'ai cherché dans ma poitrine toute affection restante, mais je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse. J'ai seulement ressenti une finalité froide et calculée. Je me suis lentement penché en avant, fixant mes yeux directement sur le visage terrifié de mon père. Considérez ces $100 000 comme le paiement pour m'avoir élevé, ai-je déclaré, ma voix résonnant comme de la glace solide dans la pièce silencieuse. Je vous ai intégralement remboursé il y a 2 ans. Nous n'avons plus aucune dette. Robert a tressailli violemment comme si je l'avais physiquement frappé au visage avec un tuyau en métal. Diane a eu un hoquet bruyant, enfouissant à nouveau son visage dans ses mains sales. Ils ont reconnu instantanément leurs propres paroles venimeuses. La réalisation dévastatrice que leur propre cruauté avait scellé leur destin de manière permanente s'est finalement abattue sur eux. Je leur ai immédiatement tourné le dos. J'ai marché délibérément vers le panneau mural numérique. J'ai soulevé le lourd récepteur de sécurité et j'ai appuyé sur la ligne d'urgence directe vers le bureau du hall. Envoyez immédiatement l'équipe de sécurité de nuit à mon Pentouse, ai-je ordonné fermement, projetant une autorité absolue. J'ai 2 intrus non autorisés qui ont besoin d'une escorte musclée hors des lieux tout de suite. Ne les laissez plus entrer dans ce bâtiment sous aucun prétexte. J'ai raccroché le récepteur sur le crochet mural, le claquement sec du plastique les faisant sursauter de terreur. Robert a désespérément essayé de se lever pour supplier une dernière fois, mais la froideur de ma posture l'a arrêté net. Il s'est effondré. En quelques secondes, l'ascenseur privé a sonné bruyamment. 2 gardes de sécurité en uniforme sont sortis dans mon foyer. Ils ont saisi fermement mes parents par les bras sans hésitation. Diane s'est mise à crier hystériquement, tendant les mains vers moi alors que les gardes les traînaient en arrière. Je n'ai pas scié. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai regardé les gardes les forcer à entrer dans la cabine métallique. Les lourdes portes d'ascenseur en acier se sont refermées instantanément, coupant ces gémissements pathétiques. Le silence est revenu en trombe dans le Pentouse. Ils étaient partis pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration pour me recentrer, laissant l'histoire toxique quitter définitivement mon corps. Je me suis retourné et j'ai marché lentement dans le long couloir silencieux, laissant le salon vide derrière moi.
J'ai doucement poussé la lourde porte en chêne tout au bout du couloir. La pièce spacieuse était doucement éclairée par une petite veilleuse chaude. Je me suis approché tranquillement du grand lit. Léo dormait profondément. Il était en bonne santé, fort et complètement en sécurité. La montée et la descente rythmique et naturelle de sa poitrine étaient la preuve ultime de ma victoire absolue sur eux. Je me suis penché doucement, remontant la couverture épaisse et chaude jusqu'à ses petites épaules. J'ai baissé la tête et j'ai déposé un doux baiser sur son front chaud. Il a légèrement bougé, un sourire paisible se dessinant sur son visage dans le noir. Je suis resté à côté de son lit, complètement entouré d'une paix absolue. Les liens du sang ne créent pas une famille. La loyauté inconditionnelle, si. J'avais réussi à protéger ma vraie famille, et j'avais détruit pour de bon les loups qui avaient essayé de nous jeter dans le froid. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Êtes-vous d'accord avec ma décision finale, ou aurais-je dû leur montrer de la pitié malgré leur trahison? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.